Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Stéphanie Demuru. 9h32, merci de nous rejoindre en direct sur Sud Radio. Jeudi politique, c'est l'heure de la confrontation entre deux invités politiques comme tous les jeudis aujourd'hui. Au menu, la montée de l'antisémitisme en France, un caisse de résonance au conflit israélo-palestinien. Et puis en deuxième partie d'émission, on parlera de cette loi immigration qui fait son entrée au Sénat. Ce sera le 6 novembre avec le fameux article 3 qui cristallise toutes les tensions. Mes invités aujourd'hui, Charles Zitzenstuhl, député Renaissance du Bas-Rhin. Bonjour, monsieur Zitzenstuhl. Othman Nasrou, vice-président de la région Île-de-France, premier secrétaire général délégué des Républicains. Bonjour. Othman Nasrou, merci d'être avec nous. 857 actes d'antisémitisme recensés en France, soit autant en 3 semaines que sur toute l'année écoulée, disait Gérald Darmanin hier soir. La France qui connaît depuis donc le 7 octobre un regain d'actes antisémites. Ma question est claire, les Juifs de France sont-ils encore en sécurité, Charles Zitzenstuhl ? Bien sûr qu'ils sont en sécurité en France. L'État est là pour les protéger. Les Bien forces, dans le micro. Merci. Les Juifs de France, les Français juifs plutôt d'ailleurs, sont bien sûr en sécurité dans notre pays. L'État est là pour les protéger. Les forces de l'ordre courent après toutes les personnes qui sont en train de faire ces tags odieux, les retrouvent d'ailleurs, pour certains seront expulsés puisqu'il y a des ressortissants étrangers, et dire à tous nos compatriotes juifs que nous sommes là, nous sommes avec eux, nous les soutenons, la classe politique dans sa grande majorité a condamné de façon très claire tous ces actes d'antisémitisme, et dire aussi quand même notre inquiétude parce que ce retour de l'antisémitisme, c'est une manifestation d'une régression de la civilisation. Quoi de plus lâche que de s'en prendre aux Juifs ? En tout cas, la grande majorité des Français, je le crois, sont derrière nos compatriotes juifs. Othman Nasrou. Évidemment que ce qui se passe est intolérable, d'avoir autant d'actes antisémites en France, à la faveur de ce qui se passe au Proche-Orient. Ça en dit long aussi sur l'état du pays. Là aussi, on ne peut pas se contenter de dire notre solidarité, qui évidemment est réelle, de dire notre attention collective, tous les élus, toutes les collectivités, tous les pouvoirs publics, à faire en sorte qu'il n'y ait évidemment aucune menace, aucune insulte, aucun tag, aucune agression à caractère antisémite dans notre pays. Mais une fois qu'on a dit cela, la vraie question, c'est comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé là ? Et je crois qu'on a laissé dans notre pays se développer un système de valeurs parallèles. Je crois qu'on a laissé s'installer des discours de détestation, effectivement, des Juifs de France, mais aussi plus généralement des valeurs de la République, avec un repli identitaire qui n'a cessé de progresser, avec l'entrisme d'un certain nombre d'idéologies, d'islamisme, cet islamisme qui gangrène la vie d'un certain nombre de nos quartiers. Et si on ne dit pas cela comme cela, si on ne voit pas à la faveur des tristes événements qui sont en train de se passer dans notre pays, si on ne voit pas cette réalité en face, je pense qu'on va passer à côté du problème. On a déjà perdu beaucoup de temps. Il faut combattre ces idéologies-là, il faut combattre tous ceux qui les nourrissent. Et je crois que malheureusement, la main de l'État a beaucoup tremblé sur ces sujets-là ces dernières années. Il faut maintenant qu'on soit d'une fermeté implacable. Tout gouvernement successif pour vous ? Je crois que c'est un problème qui se développe dans notre pays depuis longtemps, mais singulièrement sous la présidence d'Emmanuel Macron, je crois qu'il a mis du temps à prendre conscience que nous avions dans notre pays ce sujet de désintégration, que moi j'appelle de désassimilation, c'est-à-dire ce sujet du communautarisme, du repli identitaire qui se développe et sur lequel les actes n'ont pas suivi. Et de ce point de vue-là, il y a aussi des élus, notamment à la gauche et à l'extrême gauche, à la France insoumise, qui sont complices en réalité de cet antisémitisme. Il faut dire les choses, qui sont le visage institutionnel de cette haine et de cette désintégration dont je parlais. On a des députés qui assistent à des manifestations interdites dans laquelle il y a des slogans antisémites, interdites par le préfet et par la justice, et malgré tout, ces députés, personne ne les embête. Je me tourne vers mon collègue député, peut-être qu'on pourrait lever leur immunité parlementaire, peut-être qu'on pourrait engager leur responsabilité, ne serait-ce que symboliquement, pour dire qu'en France, on ne peut pas tout accepter. Carl Olive parlait carrément de fichier S, Jean-Luc Mélenchon, c'est un petit peu
exagéré et puis pas forcément réaliste, mais vous demanderiez, vous, des sanctions, par exemple, contre les membres de la France Insoumise, clairement ? Ah oui, totalement. Je pense qu'il faut les sanctionner autant que la loi nous permet de le faire, ne serait-ce que par l'amende qui est prévue quand on assiste à une manifestation. Alors évidemment, ils ont une immunité aujourd'hui pénale, mais il faut engager leurs responsabilités. Autrement, on banalise le désordre, on banalise la violence, on banalise le fait de combattre la France de l'intérieur. Et ça n'est plus possible. Charles Sittenstuhl, quand vous entendez Othman Nasrou dire Emmanuel Macron n'a pas tout de suite pris la mesure, il l'a prise trop tard, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que la mesure, elle a été prise par le gouvernement, par la majorité, tout de suite, il y a 6 ans. Rappelez quand même qu'en 2021, c'est pas très ancien, c'est notre majorité qui a fait voter la loi dite séparatisme. Et c'est un tournant d'ailleurs juridique dans notre pays, puisque nous avons notamment créé ce délit de séparatisme et d'entrave à l'exercice de la profession d'enseignant. Ça a été une loi qui a été très discutée. Il y a 2 ans, on a déjà quasiment oublié. Dire aussi que c'est notre majorité qui a mis des moyens historiques pour le ministère de l'Intérieur, là où les gouvernements précédents, gauche et droite confondus, tenaient des discours très forts, mais faisaient l'inverse dans les actes, que notamment les moyens alloués aux services de renseignement, la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, ont été considérablement renforcés, puisque la lutte contre l'idéologie islamiste, nous le savons, se passe également beaucoup par les services de renseignement. Que c'est Gérald Darmanin qui a fermé un nombre de mosquées salafistes et islamistes comme aucun ministre de l'Intérieur ne l'a fait par le passé, et que notamment au niveau du ministère de l'Éducation nationale, là aussi, les choses ont été remises d'équerre. Donc je pense qu'on ne peut pas faire ce procès à la majorité actuelle et à Emmanuel Macron. Mais si nous en sommes dans cette situation-là, c'est probablement parce que entre les années 90 et on va dire le début des années 2000, il y a eu une baisse de vigilance ou une forme de naïveté chez beaucoup d'élus. Othman Nasrou, vous vouliez réagir, je voyais. Oui, parce que on se parle toujours des lois qui sont votées, et je reconnais à cette majorité d'avoir fait voter beaucoup de lois, mais de ne jamais s'intéresser à leur application. Alors moi, j'aimerais bien à un moment qu'on fasse le bilan de cette fameuse loi séparatisme dont nous avions été nombreux à dire qu'elle était notoirement insuffisante et notoirement inopérante. Et on voit dans la réalité que rien n'a changé. Moi, je veux bien entendre que le nécessaire est fait. Mais après 10 années de macronisme à la fin de ce mandat, vous aurez du mal à nous expliquer que le nécessaire a été fait et que tout ce qui ne va pas dans notre pays est de la responsabilité des 40 dernières années. Au bout d'un moment, il faut prendre vos responsabilités. C'est ce président de la République qui a dit qu'il n'y avait pas de culture française. C'est ce président de la République qui a dit que la France était rendue coupable de crimes contre l'humanité. Quand on dit cela, on est dans une soumission intellectuelle qui nourrit symboliquement, culturellement, politiquement tous ceux qui, de la France insoumise à tous ceux qui nourrissent le repli communautaire, eh bien, viennent s'attaquer aux valeurs de la République. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Je crois qu'Emmanuel Macron a été le ventre mou par lequel est passé un certain nombre de forces de la déconstruction qui aujourd'hui attaquent le modèle français dans ce qu'il a de plus précieux, y compris dans ces actes antisémites aujourd'hui qui visent des Français en raison de leur religion. Et ça, c'est extrêmement grave. Et pardon de dire que le macronisme a été un terreau fertile, malheureusement, sur le plan intellectuel pour ces idéologies-là. Charles Sittenstuhl, on a entendu tout à l'heure une enseignante, une prof de fac nous dire évidemment ce que tout le monde sait maintenant, l'islamo-gauchisme dans les facultés, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. La peur parfois au collège aussi, selon certains professeurs de collège, d'enseigner la Shoah. Est-ce qu'il y a eu effectivement la main qui tremblait du gouvernement sur ce point ? On rappelle quand même que Emmanuel Macron, après Jean-Michel Blanquer, a nommé Pap Ndiaye pour après ensuite renommer Gabriel Attal qui montre effectivement plus de fermeté. Moi, je suis très heureux de la nomination de Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale. C'est vrai qu'il y avait eu un sentiment de flottement pendant une année, que les conséquences ont été tirées très rapidement. C'est quoi ? C'est du en même temps ? Je vois pas trop le rapport sur le en même temps. Mais en même temps, c'est Pap Ndiaye et Gabriel Attal, c'est pas exactement la même chose. Il y a eu un choix de ministre qui manifestement n'a pas porté satisfaction. Le président de la République a nommé Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale. Son action, elle est très largement saluée depuis 3 ou 4 mois. Que la décision qu'il a prise sur l'abaya est une des décisions probablement les plus importantes qui des dernières années, on va dire sur le sujet culturel ou du respect des principes républicains français,
que la main de l'État n'a pas tremblé, voilà, que Gabriel Attal a proposé cette décision à la Première ministre et au Président de la République, et que d'ailleurs elle a été exécutée de façon quasi parfaite par les agents de l'Éducation nationale. Et la décision qui a été prise sur l'abaya, pour moi, symbolise en réalité ce que nos concitoyens attendent de l'État, c'est-à-dire que sur des sujets extrêmement difficiles, à un moment, l'État soit en capacité de trancher dans le vif et de rappeler ce que sont les valeurs les plus importantes de notre République depuis un bon siècle. Et la laïcité ne doit pas souffrir de débats et d'exceptions. Othman Nasrou, pour revenir au cœur du sujet de l'antisémitisme, il y a eu plus de 420 interpellés. La France montre suffisamment de fermeté sur ces sujets. Selon vous, concrètement, que faut-il faire maintenant ? Alors d'abord, parmi ces interpellés, il faut voir les jugements qui seront prononcés. Il faut voir aussi ce qu'on ne voit jamais, l'exécution évidemment de ces jugements, parce que vous savez que nous sommes aujourd'hui dans un pays, là aussi, c'est une des faiblesses de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron, où les peines de prison les plus courtes ne sont pas exécutées. De moins d'1 an de prison ferme sont aujourd'hui des peines virtuelles. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des juges, notamment du tribunal de Bobigny, qui ont dit qu'ils avaient l'impression de prononcer des peines fictives. Et nous n'avons pas les places de prison qui avaient été promises en 2017. Donc il faut absolument qu'on s'intéresse encore une fois au caractère opérationnel de ce qu'on se dit, et pas simplement des grands principes. Et ça a été dit par monsieur le député qui est devant moi, et moi j'aimerais vraiment que ce soit suivi des faits. S'il y a des individus de nationalité étrangère qui se rendent coupables d'actes antisémites, j'espère vraiment qu'ils vont être expulsés. Pendant des années, on nous a expliqué que ce n'était pas possible. Que ce n'était pas possible juridiquement, que c'était très compliqué. Gérald Darmanin a annoncé plusieurs expulsions. Mais je n'en veux pas plusieurs, je veux que ce soit systématique. Je crois que c'est absolument important de rappeler qu'on ne peut pas séjourner en France, avoir un titre de séjour ou être dans la clandestinité et se maintenir sur le territoire national quand on se rend coupable de choses aussi graves. Justement, on va parler de cette loi immigration dans quelques instants. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques petites minutes en direct sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Stéphanie Demuru. 9h47, on poursuit nos débats avec nos invités politiques. Charles Zitzenstuhl, député Renaissance du Bas-Rhin, Othman Nasrou, vice-président de la région Île-de-France et premier secrétaire général délégué des Républicains. On a parlé de la montée de l'antisémitisme en France sur fond de conflit israélo-palestinien. Autre chose dans l'actualité de très attendu, c'est cette loi immigration qui va être examinée au Sénat le 6 novembre. Il y aura ensuite l'Assemblée nationale. Les débats promettent d'être houleux, et notamment autour de cet article 3 qui régulariserait les travailleurs sans papier pour les métiers de tension. Othman Nasrou, vous, c'est une ligne rouge comme les membres du Parti républicain dont vous faites partie? Bien sûr que c'est une ligne rouge. Là aussi, on est dans ce fameux en même temps qui est en train de conduire notre pays à une impasse terrible. Comment on peut démarrer avec un texte qui est censé maîtriser les flux migratoires et inclure dans ce texte une disposition qui vise à créer une nouvelle filière d'immigration ? C'est quand même un paradoxe absolu. Il y a un moment où il faut que le gouvernement assume ses intentions, où le texte vise à maîtriser les flux migratoires. Et il n'y a aucune raison de créer un nouvel appel d'air, un droit automatique pour un étranger en situation irrégulière, s'il est dans un métier en tension, être régularisé, donc des régularisations massives. S'il ne s'agit pas de régularisation massive, cet article 3 ne sert à rien. Et donc, si c'est l'intention du gouvernement, c'est de régulariser massivement, qu'on arrête de faire semblant, comme c'est le cas depuis 2017, qu'on veut maîtriser les flux migratoires, qui sont aujourd'hui totalement hors maîtrise. C'est une ligne rouge, et chez les Républicains, nous nous y opposerons naturellement de toutes nos forces. Charles Zitzenstuhl, quelle est votre opinion? Vous êtes prêt à négocier, vous, sur cet article 3? Bon, vous faites partie de la majorité. C'est vrai que même au sein de la majorité, bon, voilà, il y a plus ou moins de souplesse, on va dire. Oui, moi, je suis sur cette ligne-là. Je pense que l'article 3, contrairement à ce qu'on dit et ce que veulent faire croire certaines oppositions, comme les Républicains, c'est pas la disposition la plus importante de ce texte. L'article 3, qui consiste à régulariser pas tous les travailleurs clandestins, une petite partie des travailleurs qui n'ont pas de titre
dans certains métiers en tension, dans certaines zones géographiques, sous des critères d'ailleurs assez drastiques de présence, notamment sur le sol national. Et ça n'a pas du tout vocation à devenir une filière d'immigration. C'est un principe de réalité, de pragmatisme d'ailleurs que nous disent beaucoup de chefs d'entreprise. Et d'ailleurs, les sondages montrent qu'une majorité des Français est d'ailleurs favorable à cet article 3. Et quand on signale justement, parce que c'est ce que dit l'opposition, que ça enverrait un signal. Moi, je vous dis que pour moi, c'est pas la disposition la plus importante, et que si pour avoir un vote à l'Assemblée nationale, il faut renoncer à cet article 3, moi, à titre personnel, je n'ai pas de difficulté. Dire quand même que les dispositions les plus importantes de la loi immigration, ce sont des dispositions de durcissement de notre politique migratoire, de renforcement de l'exigence de maîtrise du français pour obtenir un titre, de respect des valeurs de la République, de réduction des procédures et des voies de recours pour l'asile, qui a explosé les dernières années et qui a été totalement dévoyé, de donner également plus de pouvoir aux préfectures pour maîtriser les flux. Ce sont ça les dispositions les plus importantes de ce texte. Alors le débat politique, là, il tourne depuis quelques mois autour de cet article 3. On voit que c'est plus de la politique politicienne que du fond. Othman Nasrou, oui, sur cet article 3, et puis on pourra effectivement élargir à tout ce que vient de nous dire Charles Sitzenstuhl. C'est vrai que c'est une demande, moi je lisais le magazine Challenge, qu'on peut pas trop soupçonner d'être d'extrême gauche, qui disait effectivement les entreprises ont besoin de ces gens-là parce qu'il y a beaucoup de pénurie de main-d'œuvre à tous les étages. Non, les entreprises ont besoin de salariés. Et je veux juste vous rappeler que dans le même temps, on a 500 000 étrangers réguliers qui sont au chômage dans notre pays. Donc si le sujet est le recrutement, la réponse c'est plutôt la formation, la réponse c'est la revalorisation du travail, la réponse c'est un modèle social qui parfois enferme les gens dans une spirale d'assistanat où on laisse croire aux gens qu'ils peuvent rester chez eux à gagner leur vie avec l'échec de l'État. Ça a été pendant longtemps ce fameux quoi qu'il en coûte, qui nous a beaucoup coûté et qui a beaucoup dévalorisé le travail dans notre pays. La solution ce n'est pas d'envoyer un signal qui vise à dire à des étrangers, venez en France, vous serez régularisés si vous travaillez dans un métier en tension. Et puisque on parlait de l'article 3, moi je peux aussi vous parler de l'article 4. Parce qu'encore une fois, on a ce fameux en même temps dans un texte qui... Alors, l'article 4. L'article 4, c'est l'autorisation donnée à tous les demandeurs d'asile, dès qu'ils déposent leur demande d'asile, de travailler en France. On a déjà du mal à expulser des demandeurs d'asile qui ont été déboutés de leur demande. 9 fois sur 10, ils restent malgré tout en France. Que fait ce gouvernement face à cette situation ? 140 000 demandes d'asile tous les ans, je vous le rappelle. Oui. 90% qui restent quand leur demande est rejetée. Eh ben on va leur donner le droit de travailler avant même. C'est déjà le cas dans les faits. On va leur... Ah bon ? Mais vous le savez que c'est... Non mais pardon, monsieur. Si vous avez abandonné, c'est votre responsabilité. Mais moi, je vous dis les choses, si vous me permettez. Vivez dans la réalité de la société française. Mais moi, la réalité, je veux la changer. D'accord ? Vous l'aggraver parce que vous n'osez pas avoir le courage d'aller au bout d'un certain nombre d'idées. Ou vous voulez maîtriser les flux migratoires. 500 000 arrivées légales l'année dernière. Les demandeurs d'asile qui sont déboutés ne sont pas expulsés. Vous nous faites un texte soi-disant pour durcir les choses. Et dans le texte, eh bien, un demandeur d'asile, dès qu'il dépose sa demande, a le droit de travailler. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à faciliter l'expulsion de cet étranger, sa reconduite si jamais sa demande est déboutée ? Voilà le vrai visage du macronisme. La réponse. Ouais, bon, je pense que là, vraiment, on épilogue sur des dispositions qui sont secondaires du texte. Parce que, encore une fois, la philosophie générale de la loi immigration portée par Gérald Darmanin, c'est bien un durcissement de notre politique migratoire et c'est des moyens nouveaux donnés à l'État, au préfet. Répondez peut-être sur cet article 4. Oui, enfin, alors sur cet article 4, on verra le débat. Mais dans les faits, vous avez déjà beaucoup de personnes qui arrivent dans notre pays, qui demandent l'asile ou pas, et qui, dans les faits, en réalité, vont travailler, ne posent aucune difficulté. L'idée, et l'idée générale sur l'asile de ce texte, c'est de réduire les procédures et de réduire les voies de recours pour que les personnes qui ont vraiment droit à l'asile puissent être régularisées rapidement et être en sécurité dans notre pays, et que ceux qui n'ont pas vocation à rester chez nous soient expulsés. Moi, ce que je voudrais aussi dire sur ce texte, parce que c'est là où le débat politique va être très important, c'est qu'il y a des marges de durcissement du texte qui va arriver au Sénat et qui arrivera ensuite à l'Assemblée nationale. Il y a des marges de durcissement, que on sait que notamment sur l'aide médicale d'État, qui est un dispositif généreux, qui a été totalement dévoyé et dont le coût a explosé en 20 ans. Sur l'aide médicale d'État, moi je pense, à titre personnel, que là, il faut serrer la vis de façon très drastique. Donc vous rejoignez les Républicains qui demandent juste
dis depuis des mois, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens chez les Républicains qui le disent. Moi, je le dis depuis plusieurs mois. D'ailleurs, je suis un peu seul parfois dans mon groupe à le dire. Mais ça, par exemple, l'aide médicale d'État, d'urgence et qu'il faut restreindre le panier de soins éligible, et surtout parce que je crois que c'est ça qui choque beaucoup de nos compatriotes, qu'il y ait un reste à charge, parce que beaucoup de nos compatriotes ne comprennent pas que vous et moi, si nous allons chez le médecin, on a souvent un reste à charge de quelques euros, et que vous avez les personnes qui bénéficient de l'aide médicale d'État qui n'auront pas de reste à charge. Qu'il faut qu'il y ait un reste à charge. Alors il y a une mission qui est en cours avec Patrick Stefanini et Claude Évin. On verra les conclusions, mais sur l'aide médicale d'État, il faut la restreindre vers une aide d'urgence. Voilà. Ça, je pense que c'est un beau sujet politique, et il y a une attente très forte de nos concitoyens là-dessus. Othmane Nasrou, vous faites partie des Républicains, donc Éric Ciotti, Olivier Marleix se demandent un référendum, notamment sur la Constitution, puisque voilà, il y a cette loi, mais enfin on sait qu'elle est très corsetée, très contrainte par la Convention européenne qui s'impose à la loi française, et la Constitution évidemment française elle-même. Est-ce que vous faites partie de ceux qui demandent un référendum sur ce sujet ? Évidemment qu'il faut un référendum. Et moi j'ai l'impression de revivre un débat qu'on a déjà eu en 2018. En 2018, on avait fait, cette majorité, la même, avait fait la loi Collomb. Et à l'époque, on nous avait expliqué que c'était un texte qui allait durcir les flux migratoires, qui allait maîtriser et permettre de maîtriser les flux migratoires, et qui allait durcir les choses. Rien n'a changé avec cette loi. C'était la 20e loi du genre. Et là, on nous dit la même chose en nous disant qu'il y a des dispositifs pour durcir et renforcer la maîtrise des flux migratoires. Et quand on regarde le texte, on voit aussi beaucoup de dispositifs pour assouplir. Et c'est toujours la même histoire. La réalité, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui la souveraineté juridique de décider qui on veut accueillir et qui on veut reconduire. Et si nous n'avons pas cette révision constitutionnelle et ce référendum, tout le débat que nous avons là est un débat stérile, est un débat théorique qui ne sera pas suivi des faits. On pourra voter les meilleures lois du monde. Le vrai indicateur pour savoir si le gouvernement a réellement l'intention de maîtriser les flux migratoires, c'est un référendum. Monsieur Sitzenstuhl disait à l'instant qu'il y avait une majorité de Français sur certaines dispositions, donc ce référendum en plus est demandé par les Français, il est souhaité par les Français. Cette maîtrise des flux migratoires, elle est voulue par les Français. Donnons-leur la parole et donnons du coup à nos décisions une portée juridique suffisante pour que cette décision soit réellement suivie des faits et qu'on puisse enfin maîtriser correctement les flux migratoires en France. On arrive malheureusement déjà à la fin de notre débat. Merci à tous les deux, Charles Sitzenstuhl, Othmane Nasrou, d'avoir été avec nous. Et tout de suite, c'est Sud Radio, Média, Gilles Ganzmann et Valérie Expert qui reçoivent aujourd'hui Marc Brincourt, directeur photo et hors-série de Paris Match, ainsi que Hélène Mérillon, présidente de Next Story. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Stéphanie Demuru. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.